Dans la grande cohérence du travail de René Dyadkine et dans ce qu'il nous a légué, de ce mode de travail, je crois qu'il y a un certain nombre de repères généraux fondamentaux. Le premier, c'est que la mise en présence d'un enfant et d'un psychanalyste, c'est une situation unique, assimilable à nul autre pareil dans la vie de l'enfant. La seconde, c'est qu'il s'agit toujours d'une partie qui se joue à deux et dans laquelle chaque coup joué compte. Cela va signifier que dans l'unicité dont il était question, il y a deux versants. Il s'agit de la mise en présence d'un enfant et d'un psychanalyste. Ça représente le premier point. Il s'agit de la mise en présence d'un enfant avec ce psychanalyste-là. C'est-à-dire qu'avec un autre, il ne se passerait pas la même chose. La rencontre d'un enfant avec un vieux monsieur qu'il ne connaît absolument pas est une situation qui provoque une forme d'angoisse chez l'enfant. Et c'est le devenir de cette angoisse au cours de l'entretien qui va avoir une valeur caractéristique quant au fonctionnement psychique de l'enfant. René Dyadkine disait « Un entretien entre un psychanalyste et un enfant est toujours quelque chose d'extrêmement important. L'effet sera positif ou négatif, mais jamais nul, et rien ne pourra faire en sorte que cet entretien n'ait pas eu lieu. » René Dyadkine avait ce souci permanent que quelque chose de neuf, de jamais encore perçu par l'enfant ou par sa mère ou ses parents, puisse apparaître au cours des entretiens. Et il avait une espèce d'art, comme ça, pour créer les conditions de surgissement de ces éléments nouveaux et qui n'étaient pas encore apparus. Et c'était une méthode très directement dérivée de la méthode psychanalytique telle que Freud l'a décrite pour les adultes. Il y a différents modes de fonctionnement, différents registres, différents modes d'élaboration par rapport aux situations critiques. Et d'ailleurs, la consultation en est une de situations critiques suscitées. Et donc, vont pouvoir apparaître des modes d'adaptation ou des modes de réponse qui seront tout à fait fonction de l'interlocuteur ou de la situation elle-même de la vie. Alors, je crois que ça, René Dyadkine y tenait beaucoup, parce que pour lui, l'effet de rencontre, c'est ce qui permet à un sujet, rencontré par un psychanalyste, de découvrir, si cela se passe bien, un certain mode de fonctionnement qui soit était devenu inopérant, il y a eu un blocage, pour des raisons diverses, soit était inconnu de lui. Et il y a donc un travail de création, là, dans cette rencontre même. Quelque chose de nouveau peut apparaître, quelque chose de nouveau peut émerger, là encore une fois, si cela se passe bien. Alors, c'est un petit garçon de 5 ans et demi qui vient consulter sur les conseils de l'école. L'école s'inquiète depuis 1 an de son comportement. Il est très agressif, voire brutal avec les autres enfants. Il a même causé un petit accident. Et en même temps, il est renfermé et solitaire. Les institutrices ont conseillé à la mère de venir consulter au centre. Et la mère a accepté parce qu'elle a un souci majeur qui est un trouble de prononciation. Elle ne parle pas du tout de ces troubles psychosomatiques spontanément. On a l'impression que, en fait, elle est hantée par le souvenir de son frère qui, quand il était petit, a eu une période de mutisme qui s'est soldée par une dégradation de ses résultats scolaires
et un échec scolaire à peu près total. Alors plus âgé, il s'est récupéré dans des activités sportives et actuellement elle se rassure, mais son inquiétude, c'est que son fils n'ait le même destin que son frère. J'aimerais bien que vous me disiez vous-même, que vous disiez un peu de lui, Oui. qu'il sache pourquoi Oui, monsieur. il est là. Donc il a un petit problème d'élocution. Oui. Et bon, apparemment qui est pas grave, mais bon, je préférerais qu'on fasse peut-être un petit peu de rééducation pour éviter qu'il garde ce petit défaut. Je voudrais pas qu'il le garde plus tard, quoi, c'est surtout ça. Oui. Et c'est votre seul souci? Oui, alors on me posait la question de savoir s'il fallait lui faire des séances de rééducation, parce que bon, je crois que la première fois il n'était pas d'accord, puis après je lui en ai parlé, et il m'a dit qu'il voulait bien. Donc je pense... Pour ça, pour tout le reste, c'est un petit garçon qui va bien. Oui. Bon, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu ce qu'a été son existence depuis le début. Donc c'est moi qui l'ai élevé. Oui. Hein, je travaille, mais j'ai la chance de travailler sur mon domicile. C'est-à-dire que mon mari est photographe, donc le studio est sous la maison. Donc j'arrive à faire les deux. Donc bon, il n'a pas été à l'école, il a été à l'école normalement, mais il n'a pas été ni en crèche, ni en nourrice. Il a juste été un petit peu à l'alto-garderie. Quel bébé c'était quand il était tout petit? Oh, gentil. Très gentil, adorable, il est très affectueux. Très souriant. Ah oui. Un tempérament vraiment exceptionnel, il riait tout le temps, très ouvert. Moi je le mettais, lorsqu'on avait des séances de photos, je le mettais dans le transat, dans le studio. Il est habitué à avoir du monde, ça s'est toujours très bien passé. Vraiment très gentil, très affectueux surtout, mais très sensible. Très sensible. Hyper sensible et susceptible. C'est-à-dire que la moindre petite réflexion va tout de suite le mettre dans des états pas possibles. Mais sinon, mignon comme tout. Un petit peu taquin. Taquin, c'est-à-dire? Toujours obligé de faire des blagues. Mais même bébé, il me faisait des blagues. Quel genre de blague, par exemple? Il m'a fait des blagues. Il faisait, celle dont vous vous souviendrez toujours, c'est qu'il faisait pipi dans le tupperware, puis il refermait le tupperware. Bon, ça, c'était des petites blagues comme ça. Il me cachait des objets. Mais par contre, il me le dit toujours. Même encore quand il fait une blague, parce qu'il aime beaucoup rire, il me le dit. Il fait jamais les choses en douce. Et donc, sa grand-mère lui dit non, on dira rien. Et la première chose qu'il fait, quand je viens le récupérer, il me dit, tu sais maman, on voulait pas te le dire, mais en fait je te le dis quand même, j'ai fait pipi dans ma culotte. Donc c'est vraiment, même si on lui dit, bon bah ça fait rien, on va pas le dire, c'est pas grave, il le dit quand même. Donc c'est pour ça que quand il y a quelque chose qui va pas, je sais qu'il le dit. Mais bon, je pense que c'était surtout l'année dernière. L'année dernière où à l'école, là vraiment, il voulait pas y aller. Et puis, il avait un comportement pas violent, mais il réagissait quand même assez fortement quand on lui faisait une réflexion à l'école. Oui. Donc, je m'inquiétais un petit peu, mais il y a eu la naissance de sa petite sœur. Donc, je pense que ça a coïncidé. Qui a quel âge maintenant? Elle a 13 mois, enfin 14 mois. Donc, tout est arrivé en même temps. Elle est née fin octobre. Moi, je suis restée couchée pas mal de mois. Et il a repris l'école, moi j'étais couchée, donc j'étais pas disponible pour lui, je pouvais pas, j'avais pas le droit de me lever. Et donc après, quand elle est née, j'étais disponible, mais pas comme avant. C'est pas un truc qui fait aimer l'école, ça. Voilà, donc je pense que tout ça, en fait, mélangé, a fait que l'année dernière, l'école, ça marchait pas, et il était hyper susceptible. Mais alors vraiment, je lui demandais, je lui disais, Quentin, ramasse tes jouets, c'est le bazar. Il se mettait à pleurer, il fondait en larmes, oui, pourquoi tu me demandes de ranger, enfin... Vraiment, mais... Donc ça m'inquiétait un peu. Mais là, cette année, je dois dire que l'école, il est ravi d'y aller. Ça marche très bien. Et j'ai l'impression quand même qu'il prend quand même sur lui. Je trouve que son comportement s'améliore.
que mon frère a fait un blocage au CP. Oui. On n'a jamais su exactement pourquoi, peut-être à cause de la maîtresse, je ne sais pas. Il a fait un blocage et après, toute sa vie, il a fait un blocage vis-à-vis de l'école. Il a toujours refusé, il ne parlait pas. Et la maîtresse se demandait pourquoi et on avait beau l'interroger, il n'y avait rien à faire. Il ne parlait pas, il refusait de parler à l'école. Alors, Madame Labondesse m'a dit qu'il a fait une crise urticaire. Oui, oui, il y a des crises urticaires. Oui. C'est apparu à quel âge, ces crises urticaires? Il a fait une très grosse l'année dernière et puis, bon, je vais dire à 3 ans. Oui, à 3 ans, je pense. Oui, des crises d'urticaire. La première fois, elle était vraiment très très forte. Là, je suis Quentin. Il avait des... Il n'aime pas qu'on nous parle de ça. Oui, je crois. Il avait des plaques rouges, gonflées, enfin vraiment une grosse crise. La pédiatre n'a pas su me dire, elle me dit crise urticaire, ça peut être tellement de choses que j'ai cherché ce qu'il avait pu manger à la cantine. Et puis j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé. Donc. Et il en a refait souvent ou c'est exceptionnel? Non, il en a refait. Des grosses crises, vraiment, il en fait peut-être une fois par an. Mais par exemple, si je le dispute, tout de suite, il a des plaques rouges qui apparaissent. Donc je ne sais pas si vraiment c'est de l'urticaire parce que ça disparaît 1 heure après. Mais il a quand même, s'il est contrarié, il a quand même des plaques rouges qui apparaissent. Et puis bon, enfin, il a quand même un problème d'allergie, mais bon, je pense que ça n'a rien à voir avec l'aspect psychique. C'est bon, il fait de l'œdème dans la gorge. Donc quand il était bébé, ça n'a rien ça à voir, gonflait. c'est en même temps quelque chose à voir. Oui. Oui. L'être humain, oui, bien sûr, ça ne se divise pas en compartiments étanches. Et je crois que c'est important. Oui. Il a fait des œdèmes de la glotte? Oui, des œdèmes dans la gorge. Oui. Bébé, le premier œdème qu'il a fait, il avait quelques mois. Oui, parce que j'étais obligée d'incliner le couffin. Donc, et les œdèmes, bon, là, cette année, il n'en a pas fait. Le dernier qu'il ait fait, ça devait être il y a 1 an, à Noël, où il a vraiment failli étouffer. Et c'était la nuit du réveillon. Où là, vraiment, l'œdème a été très très fort. Donc les œdèmes, oui, il en fait un petit peu. Donc allergie sûre, ça, certaines. L'urticaire fait partie de l'allergie. Voilà, c'est ça. Donc urticaire, œdème, Maman, mais sinon... pourquoi tu le retires pas? Je le tire pour dormir, c'est tout. Non, sinon c'est un enfant qui est très doux. Alors il a 2 côtés. Il dit toujours qu'il est mi-ange, mi-démon, parce que comme il veut toujours être le premier, il peut donner un coup de poing, un coup de pied, sans se rendre compte qu'il va faire mal. Il est très bagarreur, depuis qu'il est petit, mais par contre il est très tendre. Quand on regarde une consultation de René Dietkin, on ne mesure pas à quel point l'entretien obéit à une logique absolument rigoureuse. Et la logique de René Dietkin était de ne jamais importer dans l'entretien quelque chose venant de lui et de toujours tenir compte de ce qu'il importait malgré lui dans l'entretien. On voyait très souvent un enfant commencer à dessiner un tout petit personnage et un très gros personnage, et il rattachait toujours le rapport entre le petit personnage et le gros personnage au fait que lui-même était gros et un peu impressionnant pour un enfant avec qui il avait à s'entretenir. On voit très bien la technique de René Dietkin à tous les niveaux de l'entretien avec la mère de Quentin et avec Quentin. Avec la mère de Quentin, il est extraordinairement respectueux des préoccupations de la mère. C'est-à-dire que la mère arrive avec les préoccupations de l'élocution de son fils. C'est ça qu'elle met en avant. Et elle met cela en avant parce que c'est quelque chose de tout à fait tangible et qui est un petit peu extérieur à elle. Donc ça ne la remet pas en cause. Alors il respecte tout à fait bien cet aspect-là de la mère.
et il la laisse exposer ce qui la soucie. Donc il a un petit problème d'élocution. Oui. Et bon, apparemment qui est pas grave, mais bon, je préférerais qu'on fasse peut-être un petit peu de rééducation pour éviter qu'il garde ce petit défaut. Je voudrais pas qu'il le garde plus tard, quoi, c'est surtout ça. Et puis au bout d'un certain temps, il saisit les petits éléments qui sont le plus chargés sur le plan affectif, de manière à amener peu à peu cette mère à lâcher son souci, au fond, de corriger un défaut chez son enfant, pour se permettre de montrer qu'elle comprend son enfant. Elle est capable de dire « il est mi-ange, mi-démon », elle est capable de dire au bout d'un moment un certain nombre de choses qui sont assez touchantes. Il dit toujours qu'il est mi-ange, mi-démon, parce que comme il veut toujours être le premier, il peut donner un coup de poing, un coup de pied, sans se rendre compte qu'il va faire mal. Il est très bagarreur, depuis qu'il est petit, mais par contre, il est très tendre. Mais elle n'y arrive que parce que elle sent que René Dietkin respecte l'ensemble de ses mouvements, et y compris le besoin qu'elle a eu au début de s'accrocher à ce trouble de l'élocution, qui finalement n'est un trouble de l'élocution que tout à fait véniel. Au cours du premier entretien avec la mère, il permet donc très progressivement à la mère de parler de tous les mouvements affectifs qu'elle éprouve à l'égard de son fils. Quand la mère parle de la sensibilité de son enfant, René Dietkin le reprend en disant « très sensible ». La mère a dit « très sensible » et il reprend « très sensible ». Vraiment très, très gentil, très affectueux surtout, mais très très sensible. Très sensible. Hyper sensible et susceptible. Ce qui est une façon de montrer qu'il l'accueille et qu'il comprend la sensibilité de cette mère à tout ce qui se passe pour son fils. Beaucoup de mères ont une espèce de crainte d'être moquées, d'être traitées de mère poule, qu'on considère qu'elles sont trop à l'écoute. Là, en reprenant le très sensible et en s'intéressant à l'échange mère-enfant autour de la sensibilité, il permet donc à cette femme de quitter le registre, disons, de la correction des défauts de son enfant pour parler réellement de ce qui se passe. Et à ce moment-là, elle s'éloigne de l'affectivité, alors qu'elle a commencé à parler de la sensibilité de son enfant, pour reprendre un système qui est le sien, qui est la proximité sadomasochiste, et elle évoque la taquinerie. Il est taquin. Alors, René Dietkin, là aussi, l'encourage à parler du côté taquin. Taquin, il fait des blagues. Quel genre de blagues, dit René Dietkin, en s'intéressant aux blagues de l'enfant. Et on se rend compte à ce moment-là que ce qui vient, c'est pas tellement des blagues. C'est que l'enfant fait pipi dans un tupperware, bouche le tupperware, et on ne sait pas très bien ce qu'il en fait. Mais c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait une blague au sens ludique du terme. Toujours obligé de faire des blagues. Mais même bébé, il me faisait des blagues. Quel genre de blague, par exemple? Il m'a fait des blagues. Il faisait, celle dont vous vous souviendrez toujours, c'est qu'il faisait pipi dans le tupperware, puis il refermait le tupperware. Et c'est quelque chose qui s'apparente davantage à des conduites d'encoprésie, à des conduites d'énurésie. Il y a d'ailleurs dans l'entretien des éléments de cet ordre qui sont rapportés par la mère à un moment donné. L'enfant qui a fait pipi dans sa culotte, qui ne veut pas le dire, qui le dit quand même, qui finit par le dire. Mais ce qui est particulier, c'est que parce que René Dietkin a laissé se développer un mouvement entre cette mère et lui, eh bien, elle arrive à parler de choses qui, finalement, la soucient beaucoup plus que le trouble du langage, c'est-à-dire la crainte qu'elle a réellement pour la souffrance psychique de son enfant, ce qu'elle ne voulait pas voir au début.
C'est quoi ça? Une fusée. Une fusée. Et il y a des gens dedans? Quoi? Il y a des personnes dedans? Non, parce que je sais pas de l'intérieur. On peut quand même savoir ce qu'il y a à l'intérieur, même si je ne le dessine pas. Tu vois qu'il y a... Tu sais ce que... Tu sais, ben, pour faire du feu, il a du rouge Oui, et du jaune. oui. Lui, il a que 2 couleurs. Elle va où cette fusée? Elle va vers la lune. Dans la Lune. Oui, parce que tu sais que si on va sur le soleil, on est mort. Ah bah oui, parce que c'est chaud. Tu sais comment c'est les étoiles? C'est aussi jaune. Oui, tu en fais. Tu sais que ces étoiles, elles sont très très hautes. Oui. J'appelle là l'étoile. Elle est haute, hein? Très haute. Sauf qu'elle est grande. On peut faire aussi des étoiles filantes. Si tu veux, oui. Quel fil ça a Mmh. Ah. Quel fil ça a une étoile filante? Comme tu veux. Oui. C'est un fil gris et après on met du rouge et du bleu. D'accord. Et en bas, qu'est-ce que tu vas dessiner? En bas, bah, c'est la terre. Hein. La terre, oui. Attends. Ah non, les étoiles filantes, ça a que un fil et que du feu rouge. Elle a un grand fil comme ça. Tu sais que les étoiles filantes, ça bouge. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que si ça bouge pas, Elle file plus. si elle file pas, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de fil et pas de feu. Comme ça, c'est une vraie étoile normale. Je pense que je suis trop mal. Chut. Mais tu m'as toujours pas dit ce qu'il y avait en bas. Tu m'as dit qu'il y avait la terre. Ah, mais la terre, je peux pas faire tout le temps parce que hein, ça me fatigue trop. Tu crois pas que je vais faire la lune? Puisque la lune, c'est toujours dans la nuit. Eh, tu sais que dans le géant, il n'y a plus d'étoiles. Elle se couche. Alors là, les étoiles vont du ciel et la fusée. Et là, en bas, les gens sont couchés. C'est la nuit. Oui, mais là, je vais faire la maison. Hein. Oui. Je vais faire une toute petite terre. Oui. Tu sais, ben, moi, j'ai vu un jour la lune qui ne s'était pas couchée. Oui. Vous voyez, Elle était comme ça. Mhm. Toujours au soleil. Et la nuit, tu te rends pas compte, j'ai vu le soleil. tu as vu le soleil de la nuit. Oh, mais sans rire, hein. Ben, je ne ris pas, non. Comment tu as fait? Eh ben non, je sais pas pourquoi ça a disparu.
Je sais pas pourquoi le soleil il a disparu le jour. Mais c'est pas normal, ça. Ça, je trouve ça pas normal. Je sais que les maisons, c'est toujours de telle couleur. Bon, vas-y. Je sais que les carreaux, c'est blanc. Voici. Et tu sais ce que je sais aussi, Non, c'est que tu sais beaucoup de choses, non, toi. non. Et tu me dis, tu me dis toujours, tu sais que, et que tu sais bien. Ah, vas-y de la maison. Je sais que les trucs qui font comme des étoiles qui sont sur des carreaux, c'est comme des étoiles. C'est comme, mais c'est pas des étoiles. Mais c'est juste une barre en haut, une barre en bas, une barre à gauche, une barre à droite. La maison. La maison. Elle fait comme ça. Elle fera jusqu'au ciel. Hein. Mhm. Une maison, c'est presque jusqu'au ciel. Presque. Je sais. Dans une tour, la queue. Dans une tour, la queue. Dans une tour, la queue, une lumière qui éclaire en haut, qui s'allume là. Alors, je vais faire ça en petit carré. Je vais faire la lumière. Ça sera la lumière. Ça sera une lumière, ça. Ce sera la lumière pour éclairer dans la nuit les bateaux. Tu penses pas que... Comme un phare. Est-ce que tu dors bien, toi, la nuit? Avant, je mets une cassette et après je me couche. Une cassette de quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu aimes comme cassette? J'aime pas. J'aime les cassettes, mais je le dis pas parce que je sais pas. Ben, ça, je savais aussi. Je sais ce que j'ai comme cassette. Tu vas me dire? J'ai Herman Enchanteur, comme le livre en bas, Toi aussi, quoi? comme cassette que j'aime beaucoup. La petite sirène. La petite sirène. J'aime beaucoup ça. Oh, mais jamais pas tout le temps parce que hein, Parce que... celle-là elle est un peu trop longue. Oui. Qu'est-ce que tu aimes de la petite sirène? Tout? J'aime le crabe. Le crabe il pince là. J'aime aussi la petite sirène. Mais j'aime pas. Oh celui-là. Oh celui-là elle est nulle. C'est celle que la... C'est celle qui fait transformer la petite sirène en humain. Elle me chante. Pourquoi elle pourra pas parler? Et quand même, elle est un peu gentille parce que elle a dit que quand elle sera un homme, et ben, elle pourra faire un bisou à un homme. Mais en fait, c'est un peu pas gentil ça pour une petite sirène. Bah oui. Après, elles peuvent plus parler.
Les autres, elle l'a fait, elle peut plus parler maintenant. La petite sirène. Je te dis pas les autres parce que les autres, je sais pas. Et alors, comme ça, tu dors. Quand tu as vu une cassette. Ah, mais maman, des fois, elle m'en met 3 et 1 et 2. Quand Et à quand tu l'école... dors bien? Quoi? Quand tu dors bien? Tu rêves pas des choses qui font peur? Mais non. Non, quand je fais des cauchemars, et ben j'allume la lumière. Et c'est comment les cauchemars? J'en fais des fois des cauchemars. Et c'est comment? Et ben quand je dors, tu sais à quoi j'ai rêvé? Un cauchemar qui fait vraiment peur des filles. Les filles? Les filles comment? Des filles habillées. Et pourquoi ça fait peur? Parce que elles étaient pas gentilles. Les Pas pas gentilles. gentilles. T'es copain avec les filles à l'école? Quoi? T'es copain avec les filles à l'école? Ah oui? Et des copains et des filles. Oui. Je pensais aussi quand tu disais ça, que tu avais une petite sœur. Là, tu me fais tomber dans l'eau, là. Tu me fais tomber dans les pommes, là. Bien, bien. Alors, arrête de parler ça. D'accord. Bon. Bien, c'est un petit garçon qui est très intelligent, qui effectivement a une façon tout de suite de vous envelopper et de vous avoir. Et il a quand même déjà un esprit tout à fait très évolué. Mais en même temps, 5-6 ans, c'est un âge de grande transformation. Et je crois qu'effectivement, maintenant, il dit plus ce qu'il veut que tout. Il faut que vous y attendiez. Parce que ça serait très inquiétant s'il continuait à tout vous raconter. Bon, écoutez, moi j'ai besoin maintenant de voir les personnes qui ont vu votre garçon, et puis de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut vous proposer. Et on va vous donner un autre rendez-vous. Oui, d'accord. Pour vous dire ce qu'on vous propose. Sur le point, oui. Enfin, il faut pas vous inquiéter. Mais je crois qu'il faut faire assez attention chez un petit garçon justement qui a des accidents allergiques. Oui. Parce que les choses se passent bien et évoluent bien et qu'il n'y ait pas d'interférence, par exemple, entre les événements quelconques de sa vie et qui ne réagissent pas par des crises urticaires ou à l'œdème de la glotte, à une émotion, une chose de ce genre. Avec son père, comment il est? Il est obéissant, il est provocant, son père est patient. Il essaye d'être... Il n'est pas très très patient. Alors j'aimerais que vous me racontiez un peu comment ça se passe. Mais non, il essaye. Il est beaucoup plus obéissant avec son père qu'avec moi. Ça, de toute façon, c'est clair. Moi, ça lui passe un peu au-dessus de la tête. Quand son père lui dit quelque chose, bon, il écoute davantage. Mais il est toujours avec son père. Il est toujours fort avec son père. Parce que mon mari est très bricoleur. Moi aussi, mais mon mari bricole plus que moi quand même. Et Quentin est très manuel.
Donc il est toujours fort avec ça. En tout cas, ne vous à inquiétez faire pas, des photos. ne vous inquiétez pas du tout. S'il a un petit trouble d'élocution, ça va passer sans problème. Moi, ce qui m'importe un petit peu, c'est justement cette espèce de façon, si vous voulez, déjà de savoir exactement ce qu'il veut dire, ce qu'il ne veut pas dire. Enfin, oui. Cette façon de... Oui. Bon, ça fait partie des choses normales. Hein. Oui. Ça, j'ai remarqué, pour la première fois, il a essayé de me cacher quelque chose ce mois-ci. Parce que mon frère, bon, malheureusement, va certainement divorcer avec son épouse. Il l'a appris juste avant Noël, donc ça a été vraiment le drame. Et son fils, qui a 2 ans de plus que Quentin, a été certainement très traumatisé, je pense, et en a parlé à Quentin. Et moi, j'ai essayé un petit peu de le questionner, enfin sans le questionner vraiment, mais pour essayer de savoir ce que lui avait dit le petit. Et il s'apprêtait à me le dire. Et il a dû se souvenir certainement que son cousin lui avait dit surtout « tu ne le diras pas ». Et là, il s'est mis en colère. « Oui, mais pourquoi vous me posez toujours des questions sur tonton et tata? De toute façon, je ne vous dirai rien. » Et il est parti en claquant la porte. Alors là, on s'est regardé, mon mari et moi, là on n'a pas compris. On s'est dit, là c'est la première fois qu'il s'exprime vraiment, mais violemment vis-à-vis de nous. Et vraiment, là on a senti qu'il cachait quelque chose. Tu as fait mention au fait que cet enfant caressait beaucoup le bras de sa mère. Mais tout à fait à la fin de l'entretien de la mère et de René. Certainement cet enfant qui est resté très calme pendant quand même toute la première phase de cet entretien, certainement excité par ce dialogue entre sa mère et un monsieur, s'est mis à tripoter la bague de sa mère et a demandé à sa mère « Mais quand est-ce que tu vas la quitter, maman ?» Et la mère a répondu « Mais je la quitte seulement la nuit. » Donc urticaire, œdème... Non, mais sinon... Pourquoi tu le retires pas? Je le retire pour dormir, c'est tout. Dans les notes que René Dietkin a prises à la fin de la consultation, il mentionne ce fait et pense que déjà cet enfant est assez mobilisé par tout ce qui peut représenter, symboliser une scène primitive. Il y a quelque chose d'autre que j'aurais bien aimé souligner, c'est le caractère spécifique de la manière d'entrer en relation de ces petits garçons avec autrui d'une manière générale, et qui nous ramène à cette question de l'économie finalement qui régit son fonctionnement. Parce qu'on sait bien à quel point les enfants qui sont atteints de troubles allergiques sont des enfants qui ont, et les adultes d'ailleurs, qui ont des difficultés dans la relation, la difficulté particulière du trop proche ou du trop lointain. Et ça, avec René, on verra ça de manière permanente au cours de la consultation, cette espèce de rapprochement intense. Et le soleil, ça brûle, dit-il à un moment donné. Il y a vraiment des représentations très précises d'une proximité dangereuse, brûlante. Et puis en même temps, l'éloignement finit par être quelque chose de très dépressif, enfin déprimant plutôt, on le voit bien, lui. Petit à petit, il va se mettre à parler des étoiles. Tu sais que ces étoiles, elles sont très très hautes. Oui. Ça fait là, l'étoile. Elle est haute, hein? Très haute. Parler des étoiles, c'est-à-dire de quelque chose qui est très loin de ce qui se passe au quotidien. Et René Dietkin va donc être sensible à cette espèce de formation réactionnelle qui est l'intérêt pour les étoiles filantes. Et il va l'interroger sur ce qui se passe sur Terre. Alors, et sur Terre, et en bas. Non, il dit et en bas. Et en bas, qu'est-ce que tu vas dessiner? En bas, c'est la Terre. Hein? La Terre, oui. Mais tu m'as toujours pas dit ce qu'il y avait en bas. Tu m'as dit qu'il y avait la Terre. Ah, mais la Terre, je peux pas faire tout le temps parce que... Hein,
me fatigue trop. René Dyadkine cherche à montrer à l'enfant l'écart qu'il y a entre son intérêt pour les étoiles, le soleil, et puis les personnes. Et il interprète finalement l'intérêt pour les étoiles comme une relative mise à l'écart de son intérêt pour les personnes, de son environnement. Et les choses vont se confirmer d'une certaine façon, puisque l'enfant va parler à un moment donné des étoiles filantes d'une manière très, très inhabituelle, et il parle des étoiles filantes qui sont sans fil et sans feu. Si elle file pas, ben ça veut dire qu'il n'y a pas de fil et pas de feu. Comme ça, c'est une vraie étoile normale. Et ce qui le fascine dans les étoiles filantes, c'est un peu une conception analogue au jeu de la bobine. C'est que les étoiles filantes, ça serait au fond relié par un fil. Il y aurait à la fois du feu et un fil. C'est-à-dire qu'on pourrait manipuler de loin quelque chose de brûlant avec le fil de l'étoile filante. On peut imaginer qu'il a cette conception-là dans la tête. Et je pense que c'est tout à fait lié à l'extrême proximité de la relation à la mère, qui est une relation brûlante, et que l'enfant a du mal à gérer. L'enfant a du mal à gérer cette relation à sa mère de la même façon qu'il a du mal à bâtir un récit cohérent. Je crois que c'est une des caractéristiques du fonctionnement psychique de Quentin, et c'est ce qui fait le caractère tout à fait préoccupant de son fonctionnement psychique. Et on peut dire d'une certaine manière, et c'est ce que explique René Dyadkine d'une façon indirecte à la mère, que Quentin est gêné dans l'élaboration de sa pensée et dans la gestion de ses émotions, grâce aux fantasmes, grâce à l'enchaînement de récits intérieurs, grâce à des rêveries diurnes qui sont l'équivalent de rêves de la nuit dans leur valeur élaborative des conflits. Et il est donc à la merci de surcharge d'émotions qu'il n'arrive pas à traiter et qui s'expriment dans ces accès d'urticaire et qui peuvent le mettre en danger. Il n'y a plus de réaction d'urticaire de ce genre. Il en a eu une il y a 2 jours. Ah. Je n'ai pas su d'où ça venait, encore une fois. Il y avait des plaques, des petits boutons. C'est peut-être quelque chose qu'il a mangé lundi à l'école. Je ne sais pas du tout. Un lundi soir, en les habillant, j'ai vu qu'il avait des plaques sur l'abdomen, et puis le lendemain, il les avait dans le dos. Voilà. Et maintenant, c'est ce qui s'est passé? Ah, tu as plus de temps, Quentin? Je les ai derrière encore. Ce matin, tu n'en as presque plus. Oui. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Quentin. Ben, je lui ai posé une question très difficile. Oui. Oui. Bon, eh bien, maintenant, vous allez nous laisser tous les deux. Elle va où, cette fusée? Elle va sur la lune. Sur la Lune. Et qu'est-ce qu'elle va y faire? Je sais pas. Tu voudras.
Moi, je les fais comme ça, les étoiles. Parce que tu sais bien que les fusées, ça part la nuit. Oui. Et les soleils, ça a des rayons, hein. Oui. Et là, j'en ai pas fait. Alors, c'est nul. C'est les rideaux. Et ça, c'est quoi? C'est un rideau. C'est un rideau aussi. Un rideau. Sauf que là, c'est pas pareil. Je vais le montrer à maman qu'il est beau, hein. Le dessin là. J'ai fait. Là, on a dit que c'était du noir et là, du jaune. Là, le noir. En même temps, tu vois, ça a l'air d'un puzzle. Les rideaux, comme ils sont dessinés, quoi. Mais c'est pas tout à fait le même genre. Non, c'est pas le même genre. Parce que le noir, c'est triste. Ça va être joli, hein. C'est joli comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Des choses. Mais je peux pas le faire parce que sinon... En fait, ça doit être tout noir, mais... Attends. Je sais ce que je pourrais faire. La neige? C'est blanc, ça. Oui. Oui, mais pour faire de la neige, il me faut une couleur. Avec quoi je vais l'entourer, la neige? C'est quoi ça? Tu veux le faire? C'est un petit dessin. Qui veut rien dire? Là, c'est l'orage aussi. Oui. La pluie. Et le tonnerre. Je sais pas si je peux le faire tonnerre. Le tonnerre. C'est un éclair noir. Ouais. Parce que le tonnerre, c'est toujours le noir. Ça tombe sur la maison. Et tu ne m'as toujours pas dit qui il y a dans la maison. Les personnes, elles sont couchées. Non. Je crois que ça suffit là. Hein. Tu veux en faire un autre? On l'enlève? Oui. On va le montrer. Hein. Mais oui. Alors la question qui se pose pour moi, c'est est-ce qu'on peut l'aider à sortir de ces réactions allergiques? Et une psychothérapie serait une chose possible qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Mais d'autre part, ça n'a pas c'est pas urgent et c'est pas... Enfin, si on doit le faire, il faut le faire tôt. Il faut qu'on y réfléchisse. Alors moi, j'aimerais qu'on fasse deux choses maintenant. J'aimerais d'une part qu'il soit vu par Madame la Vendesse, parce que j'aimerais qu'elle fasse quelques examens complémentaires pour que les choses soient claires pour nous. Et puis qu'on se revoie quand la rééducation l'articulation sera finie. D'accord. Et on discutera à ce moment-là
s'il est opportun ou non de faire quelque chose de plus. Parce qu'il est très intelligent, il va très bien, mais je crois que si on pouvait l'aider à ne pas réagir par des plaques urticaires, ça serait quand même bien. Parce que moi j'ai une petite idée sur ton urticaire de cette semaine. Tu l'as peut-être aussi, toi. Et c'est parce que tu venais me voir. L'urticaire, c'est plus une contrariété qu'un choc, du fait qu'il soit content. C'est plus compliqué, si vous voulez. Oui. C'est une forme de réaction Maman, qui peut se produire à propos de choses très diverses. Oui. Et c'est comme si tout à coup il y avait une réaction directe dans le corps. Oui. Va en bas, maman. Alors, va en bas, maman. Va en bas, maman. Va en bas, maman. Tu sais ce que je pense? Non. Parce que tu n'es pas content du tout que j'ai dit ça. C'est vrai, hein? Alors tu vas aller en bas bientôt. Ouais. Bon, alors on fait comme ça. D'accord. Mais attends, Quentin. Là où on voit une particularité de Quentin, c'est le fait qu'il reprenne le thème de la fusée. Alors c'est à la fois une commémoration, c'est à la fois une façon de se rappeler et de dire à son interlocuteur « Je me rappelle de toi et je suis content de te retrouver et nous reprenons nos bonnes habitudes de dessiner des fusées ensemble ». Mais c'est aussi, je crois, une limite du fonctionnement psychique de Quentin qui est très ému de retrouver René Dietkin et qui choisit ce moyen de reprendre quelque chose qu'il avait déjà produit. C'est-à-dire qu'il a tendance à reproduire quelque chose à l'identique. Alors, ça n'est bien entendu jamais identique, et les trois consultations sont très différentes les unes des autres. Il frappe au début de la deuxième consultation, qui démarre comme la première avec l'enfant, c'est que il me semble qu'il y a une différence. Enfin, quand on a vu la première consultation et les questions sur l'intérieur, c'est que l'enfant, quand il dessine une maison, il fait bien attention de la dessiner fermée et d'y mettre des rideaux. Et ça, c'est quoi? C'est un rideau. C'est un rideau. Un rideau. Rideau, d'ailleurs, que René Dietkin va reprendre comme un puzzle. En même temps, tu vois, ça a l'air d'un puzzle. Les rideaux, comme ils sont dessinés, quoi. Je crois que c'est un élément important parce que on a l'impression que là, cet enfant a décidé de contenir des choses à l'intérieur de lui, de les ramasser, et comme quelque chose d'un secret. Et quand on sait que dans la première consultation, on était frappé du fait que cet enfant avait du mal à avoir une vie intime avec sa mère, que sa mère lui posait des questions, par exemple, pour savoir ce qui se passait dans le couple de son frère à elle. Et ben, c'est très intéressant de voir que la maison, elle est fermée, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'une vie intime, mais d'une vie intime qu'il ne veut pas montrer. Il essaie de ramasser, de rassembler, de retenir tout ça. Mais cette question de la manière de se défendre de l'intrusivité de quelqu'un, elle est présente depuis la première consultation, je trouve, moi, dans la manière dont les garçons répétaient ces « tu sais ». C'était vraiment quelque chose qui avait rapport à la fois à ce qu'il pouvait y avoir dans la tête de René, de ce qu'il pouvait savoir lui, et en même temps, qu'est-ce que René pouvait savoir de ce que lui savait. Je crois que là, il y avait ce va-et-vient qui était une manière de s'assurer de la qualité des relations respectueuses d'un dedans, si je peux dire, de la part du consultant. Et en même temps, dans la deuxième, il démarre sur cette manière de se protéger aussi, de se protéger d'une intrusion possible. Moi, ce qui me frappe, c'est il n'y a pas toute la vie qu'il y avait dans la première séance. Si nous trouvons aussi peu de choses à dire sur cette deuxième séance, je crois qu'il s'est efforcé un peu d'aplatir les choses, lui aussi de les banaliser un peu comme sa mère, en refroidissant quelque chose
de sa relation, de la chaleur qu'il avait mis justement et qui lui avait fait si peur probablement dans son premier contact avec mais ça le laisse, René. c'est peut-être ça quand même l'élément aussi dépressif, parce que vraiment il se souvient tellement bien, il Mais s'accroche oui. tellement au consultant, il n'a pas une autre histoire à lui raconter, il reprend la consultation un peu où il l'a laissé. Il est toujours aussi susceptible. J'ai l'impression que par moment, ça empire. Enfin, par moment seulement. Et puis, il est un petit peu dur. Dur, c'est-à-dire. Bah, c'est surtout au niveau de sa sensibilité, en fait. Parce que dès qu'on lui dit quelque chose, tout de suite, il prend ça. Il prend tout mal. Ah oui, tout, absolument tout. Bon, dès qu'il est contrarié, il a des plaques qui lui sortent. Ça, de toute façon, il a fait une grosse crise d'urticaire, mais il a fait une allergie à l'aspirine. Avec un œdème, enfin bon, ça a été quand même assez grave. Oui, c'est un œdème. Oui. Donc là, je pense que c'était vraiment dû à l'aspirine. Il a eu un urticaire géant. Et bon, depuis cet urticaire géant, il n'en a pas refait. C'est plus en fait des petites poussées qui durent quelques secondes en fait, dès qu'il réagit fortement en fait à quelque chose. Mais vraiment une crise d'urticaire, à part celle du mois de juillet là, mais qui était due vraiment, enfin qui correspondait en fait à cette allergie qu'il a fait, en fait il n'en a pas refait. Bien, là vous allez maintenant finir par là. Mais j'aurais une petite chose à vous raconter. Je peux le dire devant lui ? Oui, bien sûr. Oui. Alors, il a, à l'école, il a des images, il travaille bien, je suis contente, ça se passe bien. Et puis il y a de ça 15 jours, il a ramené une image, et j'ai su le lendemain, par une maman, qu'il avait pris l'image en fait sur le bureau de la maîtresse. Bon. C'est pas grave, Quentin, je t'ai pas disputé pour ça, tu sais. Alors je le raconte, c'est tout. Bon, je lui ai demandé pourquoi il l'avait fait. Au début, il m'a dit, il m'a menti pour la première fois, alors que jamais il ment. Là, il me l'a caché, il m'a dit que c'était pas vrai, que c'était quelqu'un d'autre qui l'avait pris. Et en fait, il en a pris deux. Une qu'il a donnée à sa petite copine, qu'il a depuis l'année dernière, et vraiment, il voit que par elle. Et celle-là, donc, il l'avait gardée pour elle, pour lui. Et donc, je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Et il m'a répondu parce que Aurore, donc sa petite copine qui sait lire couramment depuis l'année dernière, parce que ses parents la poussent énormément, il m'a répondu, Aurore a beaucoup d'images et moi j'en ai pas assez, alors qu'il en a tout à fait normalement. Et je pense que c'est vrai qu'au début de l'année, quand ils ont des images, on a un peu tendance à leur dire oh c'est bien. Et ses grands-mères lui disaient tu sais, quand tu auras 10 images par exemple, on t'offrira un petit cadeau, quelque chose comme ça. Et en fait, il m'a dit tu sais maman, je comprends pas parce que la maîtresse me met que des biens et des très bien dans mon cahier et elle me donne pas d'image et je sais pas ce que je dois faire pour avoir une image. Voilà. Donc c'est encore son côté très sensible qui fait que il comprend pas pourquoi il n'a pas d'image. Alors qu'en plus, nous, on le pousse pas, je suis pas du genre à lui dire oui, t'as pas ramené d'image, qu'est-ce que c'est que ça, parce que je vois bien que dans son cahier, il travaille bien, donc pour moi, c'est l'essentiel, il peut pas avoir des images à chaque fois. Mais alors j'ai écrit un petit mot à la maîtresse, je pense qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait de toute façon, mais j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il fallait pas qu'il prenne les images sur le bureau de la maîtresse, sans qu'on les lui donne. Je crois qu'il avait un petit peu un complexe par rapport à sa copine, en fait. Bien. Ah ben non, toi tu restes là.
C'est la porte. C'est l'échelle. Et ça, c'est quoi? Je voulais faire une maison, mais j'ai raté. On va faire un côté. Il n'y a personne? Si. Je sais pas très bien les dessiner, les bonheurs. Je fais rien. C'est quoi ça? Le faire? Ça là, Oui. la La voiture. voiture, oui. La voiture de qui? Qui donne cela? Je peux pas faire comme ça parce que sinon ça va. Mmh. Bien, c'est quoi? Alors tu veux me raconter une histoire qui se passe dans ton dessin? Et ben, un des messieurs Oui. dans la maison. Mmh. Il y a 4 messieurs dans la maison. Ils ont pris la fusée pour aller dans la Lune. Oui. Et les autres messieurs, là, ils sont venus visiter la maison. Donc ils sont dans la voiture. Oui. C'est que des hommes. Quoi? C'est que des messieurs. Il n'y a pas de dame. Il n'y a pas d'enfant non plus. Si? Ça serait qui cet enfant? Ils sont... Ceux qui ont l'enfant, ils sont dans la voiture. Oui. Et ceux qui sont dans la fusée, ben, c'est ceux qui habitent dans la maison. Et les autres, ils vont visiter la maison. Oui. C'est intéressant cette maison? Quoi? Ils vont la visiter, pourquoi? Parce que c'est intéressant ce qu'il y a dedans. Bah, parce que, bah, Parce qu'ils connaissent des gens. parce que ça suffit pas comme monsieur. Alors ils sont venus. Mmh. Ça suffit pas? Non, bah, on en avait 4. Mmh. Bon. Dans la voiture, on en a 5. Il y en a une bus. Parce qu'ils vont revenir de la Lune? Pas longtemps. Pas longtemps. Tu sais quel étage il y a là-dedans? Non, mais tu vas me le dire. 14. 14. C'est beaucoup. Tu sais jusqu'à combien je sais compter? Non, mais tu vas me le dire. Jusqu'à 20. Jusqu'à 20. Et 21, tu ne sais pas. Et écrire, tu commences à savoir. Tu peux me montrer ce que tu sais écrire? On va changer de feuille. C'est plus à l'école maternelle.
sais. Écris ce que tu veux, ce que tu sais. J'écris Julien. Mais je sais plus comment ça s'écrit. Après, il faut mettre un nu. Tu sais faire un nu? Oui. Je sais plus. Tu savais avant? Non, je sais plus. Tu as oublié ce que tu as appris à l'école maternelle? Non, je suis plus à l'école maternelle. Oui, c'est bien, oui. Là, ça fait quoi? Là, ça fait J. Tu veux que je te fasse un nu? Voilà quoi? L. Tu veux que je te fasse un L? Tu peux, tu n'arrives plus à faire des choses que tu savais bien faire. Et après, je continue comme ça? Non? Voilà quoi? Un I, comme tu as fait tout à l'heure. Bon. Et après un E. Comme ça là? Non, ça c'est un L. Comme ça. Et après un E. Ça te va? Et qu'est-ce que tu sais d'autre? Et Oui. Et les chiffres, tu sais les faire? Ou tu sais pas bien? je sais les faire, mais je m'en rappelle plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Tu veux les dessiner? Tu veux y aller, Sophie? Et ton prénom, tu sais l'écrire? Écris-le-moi d'abord. J'écris mon prénom. Oui. J'écris rien. Je l'écris là, j'aurais la place. J'écris en lettres attachées. Ah, ça fait quoi? Tu voulais écrire Quentin? Il manque deux N. Je te tiens. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit Q-U-E-N-T-I-N. Un N, c'est comme ça? Hein? Ou comme ça. C'est ça aussi, ça. Là, j'ai encore une boucle.
Non, c'est pas la peine. Tu sais faire un N? Les deux. Tiens. Comme ça là? Non, un N, c'est comme ça. Il en faut un ici aussi. Bon, maintenant tu me dessines Sophie et Julien. On va dessiner Julien. C'est juste le cou et la tête. Hein. On va dessiner les yeux. Mais non, on dirait presque un clown. Hein. Oui. Mais le truc là, je vais le faire de la même couleur. Oui. Maintenant, je fais la bouche. Je fais comme ça. Pas très bien faire là. Non. Je vais faire Sophie. Mais je sais pas comment je vais aller faire ses cheveux. Ben, je ne sais pas. Je vais voir. T'as vu, on dirait un portrait là. Oui. Dans les cheveux. La tête de Sophie, je vais lui faire comme celui-là. Hein. Oh, elle est un peu grosse, hein. Ses cheveux, ils sont jaunes à Sophie. Moi, je lui ai fait plein de cheveux, moi. Voilà, Sophie. On va lui faire ses yeux, sa bouche. Elle est blonde. Ah, Tu veux pas me dire? ah, j'ai oublié. Voilà, comme des clowns. Et il faut que tu fasses le reste. Sophie, là? Les deux. Non, moi, son truc à sa fille, il est comme ça. Voilà. Il y aurait presque un clown, Sophie. L'autre, il est un peu petit, et l'autre, trop grosse. Je n'aurais pas dépassé, moi. Hein. Et le ventre. Bon, ouais, je vais leur faire. Là. Ah, c'est là. Bon. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Ils sont copains? Ah oui. De quoi il parle, le livre?
ses doigts, ça? Les doigts. Il y en a beaucoup, dis donc. Lui aussi va en avoir beaucoup. Là, il est encore beaucoup plus gros, hein. Le pépère, là. Je vais faire les pieds, moi. Les chaussures. Oui. Ils ont quel âge? 6 ans. Ils ont ton âge. J'ai bientôt 6 ans. Oui, demain. Après ce jour-là. Oui. Ben, c'est bien ça. Et tu me dis pas ce qu'ils font ensemble. Ils jouent à s'attraper. Un chat. C'est Julien le chat et c'est Sophie la souris. Julien attrape? Quoi? Julien attrape ou il n'arrive pas? Bah, il se court après. Il court après Sophie. Après que Julien a attrapé Sophie, ça sera Sophie et chat. Ce sera le chat, oui. Alors c'est bien. Comme ça, des fois c'est l'un qui court après, des fois c'est l'autre. Quand on arrive à la 3e consultation, alors là, c'est assez impressionnant. Hein. Vous êtes d'accord? À nouveau le même thème, mais alors on a eu l'impression d'une dépression franche, d'un enfant qui n'arrive pas du tout à construire les oppositions et les objets internes comme on pouvait l'espérer, même au prix d'un petit peu d'obsessionnalisation. Hein. Une mésestime de lui, il n'arrive pas à faire la maison. C'est raté, j'ai raté, dit-il. Je voulais faire une maison, mais j'ai raté. Devant d'ailleurs cette difficulté, cette impossibilité qu'il me montre à pouvoir figurer quelque chose, enfin, René essaie de trouver une porte de sortie pour lui faciliter les choses. Et c'est à ce moment-là qu'il lui propose de lui montrer ce qu'il sait écrire dans ce début de cours préparatoire. Et alors ça, c'est franchement alors l'effondrement. Et là, il se vide. On a l'impression. Il dit, mais je sais plus. Oui, je sais plus où elle est la lettre. Je l'ai plus. Je l'ai perdue. Hein? Et puis alors là, même le fait que René gentiment lui montre les lettres, les écrive à sa place, n'en fasse pas une histoire, ça ne le rassure pas sur la lettre suivante. Hein. Il est perdu. Complètement. Là, on voit la difficulté qu'il a, le sentiment de se vider, la difficulté à faire un lien psychique, bien qu'il accroche la consultation par le même thème. Et là, on se dit, mais si on ne fait pas quelque chose pour cet enfant de plus sérieux, dans un lien, et si on ne fait pas une psychanalyse d'enfant, une psychothérapie d'enfant, alors là, ça va pas aller. Ce qui est intéressant dans cette consultation, c'est ce début dans lequel René s'intéresse à son écriture. Le rapport avec les symboliques, là, c'est effectivement quelque chose qui est très parlant, parce que c'est là qu'on voit à quel point la désorganisation est parlante. D'abord, quand il s'agit d'un garçon et d'une fille, c'est qu'il n'est pas rien, mais c'est à son propre nom qu'il manquera ces 2 lettres, ce qui ramène son prénom à quelque chose de très mutilé. Ce qui me touche dans cette consultation, c'est ça, c'est ce sentiment qu'il va vraiment falloir faire quelque chose, cet enfant est en difficulté, qu'il est
on pourrait dire, je ne sais pas l'expression, affreusement ou heureusement soulagé quand René Dietkin lui redemande de dessiner, qu'il arrive au personnage avec une petite tonalité d'excitation et il s'en sort sur un mode qui est assez particulier. Un peu maniaque. Un peu maniaque, un peu excité. Il fait un clown. Il dit d'ailleurs qu'il ne va faire que la tête et le cou. Pour se préserver, comme lors de la première consultation où il ne voulait pas faire le bas la tête. Là, il ne veut pas descendre plus bas que le cou. Le bas du corps, non, il ne le dessinera pas. Et c'est René, là, qui aussi doit intervenir et lui dit « dessine-moi le ventre ». Et le ventre. Et il va faire, pour le garçon et pour la fille, la même figure ronde, identique, que l'on voit chez les enfants de 4 ans, qui ne sont pas du tout chez les enfants de 6 ans, où c'est un peu plus différencié. Écoute, les filles, ça a une jupe en triangle, bon, c'est pas tout à fait comme ça. Toute consultation doit être une consultation thérapeutique. Il n'y a pas d'observation objective, lointaine possible. À partir du moment où on reçoit une mère et un enfant et que l'ensemble est douloureux parce que quelque chose ne va pas pour l'enfant et par conséquent pour les parents, vous savez qu'un des adages de René Dietkin était qu'il n'était pas possible d'être parent normal d'un enfant malade. À partir du moment où un enfant va mal, eh bien les parents vont mal, c'est comme ça, et réciproquement. Alors quand un psychiatre d'enfant, un psychanalyste d'enfant reçoit un couple mère-enfant, il est fondamental qu'il puisse entendre et partager quelque chose de ce qui se passe de douloureux entre cette mère et cet enfant. Et quand quelque chose comme ça s'est produit, ça a toujours un effet, et quelquefois un effet thérapeutique assez spectaculaire. On voit un certain nombre de symptômes qui peuvent éventuellement disparaître. Mais il ne faut pas rechercher cela. Ce qu'il faut rechercher, c'est effectivement ce temps d'échange et de compréhension et de respect de ce qui se passe dans cette famille. On se trouve donc devant deux types de situations. Ou bien, à la seconde consultation, on se rend compte qu'un mouvement très significatif s'est mis en marche et qu'un fonctionnement spontanément élaboratif, disons, constructeur, s'est remis en place entre la mère et l'enfant. Et René Dietkin, dans ses consultations, cherche à apprécier cela. Dans la deuxième et la troisième consultation, il cherche à apprécier ce qui s'est produit de changement dans le fonctionnement entre la mère et l'enfant. Si on a le sentiment que quelque chose de constructeur s'est relancé, on peut très bien se contenter de maintenir des consultations thérapeutiques. En revanche, si on a le sentiment que malgré le mouvement, ou que malgré l'amélioration produite dans le climat familial par les consultations, si on a le sentiment que malgré cela, il reste chez l'enfant un certain type de modalité relationnelle ou un certain type d'attitude de l'enfant par rapport à lui-même qui viennent gêner son évolution, à ce moment-là, il faut poser une indication de psychothérapie. Et c'est ce que fait finalement René Dietkin avec Quentin. Et dans votre expérience de consultant, tous qui voient des enfants, est-ce que vous auriez indiqué à ce moment-là une psychanalyse, une psychothérapie d'enfant? Vous auriez attendu plus, attendu moins? Ou vous pensez que c'est vraiment le moment judicieux dans le mouvement de cette consultation? C'est le moment judicieux, étant donné cette chute et cet état dépressif de l'enfant, au début quand même d'une année scolaire, dans le premier trimestre et même dans les 2 premiers mois. À la 3e consultation, ça ne me paraît pas quand même extraordinaire d'attendre au moins 3 consultations pour pouvoir se faire une idée et des capacités des parents de pouvoir accompagner l'enfant. Parce que poser une indication de psychothérapie sans avoir quand même un étayage suffisant des parents, quels qu'ils soient, mais les amener quand même dans la pratique... il faut qu'à cet âge-là, l'enfant vienne. Oui. Et il vient accompagner. Mais tu es d'accord, donc, toi, avec cette idée que dans le mouvement des consultations, on va voir
sur un plan dynamique les capacités de l'enfant et de la famille, et que c'est peut-être important, comme ça a été fait, de prendre son temps. Oui, bien sûr. Et la question de l'évolution de l'enfant entre les 3 consultations est importante. Parce que même peut-être l'indication de traitement aurait pu se penser à la première consultation quand on voit que ces processus secondaires sont tellement infiltrés par les processus primaires qu'il en perd les mots, qu'il fait des confusions masculin, féminin, etc. Et que là, on peut penser à ce moment-là que ça va être nécessaire. Mais il faut aussi donner la chance de voir si cette consultation n'a pas ouvert suffisamment de voies. Ne serait-ce aussi que pour ces phénomènes allergiques qui présentent quand il ne peut plus supporter un certain degré d'émotion. Parce que c'était lors d'un réveillon qui fait un œdème de la glotte, il devait se sentir un peu exclu avec tous les parents qui... Oui. René Dyadkine est visiblement très sensible à la difficulté d'élaboration psychique et des fantasmes de l'enfant. Il est frappé de son intelligence, mais je pense qu'il aurait pu dire que cet enfant fonctionnait davantage en formation réactionnelle plutôt qu'avec des mécanismes souples de refoulement ou de sublimation. Les étoiles, son intérêt pour le savoir, la science, c'est en grande partie une formation réactionnelle. Alors, les rapports, bien sûr, au plan technique entre formation réactionnelle et sublimation, ils sont très étroits. Ce n'est pas si différent que ça. Mais il a dans cette formation réactionnelle au savoir son intérêt sur les étoiles filantes, etc. C'est malgré tout un intérêt un peu compulsif, un peu défensif et qui ne lui apporte pas un plaisir très considérable. Si ce savoir lui apportait un plaisir plus grand, c'est-à-dire que s'il avait plus de plaisir au fond à raconter tout ce qu'il sait à René Dyadkine, il en a, mais si ça s'inscrivait davantage dans tout un tissu de différents registres, et ça serait de meilleur aloi que ça n'est dans le cas particulier. Et je pense que pour Quentin, le caractère assez contraignant de son angoisse par rapport à son propre fonctionnement psychique, avec le côté dépressif de cet enfant, je crois que ça indique effectivement d'entreprendre une psychothérapie. En tout cas, c'est typiquement une situation où les consultations thérapeutiques sont efficientes, ont un grand intérêt, mais où elles ne sont pas tout à fait suffisantes. Avec les enfants, le cadre est toujours mis en péril et il faut toujours, au fond, le créer. Et je crois que ce que René Dyadkine, une des grandes leçons de René Dyadkine, était de montrer que le cadre analytique avec l'enfant, c'est le cadre intérieur de la pensée de l'analyste. C'est l'intérêt profond de l'analyste pour le fonctionnement psychique de l'enfant et de suivre ce qui se passe pour l'enfant dans sa pensée, en se l'interprétant à soi, même si on ne l'interprète pas à l'enfant, parce qu'il n'est pas forcément en mesure d'entendre ce qu'on pourrait éventuellement lui dire. Mais que c'est ça le vrai cadre de la consultation thérapeutique, c'est ça le vrai cadre de la séance d'analyse avec l'enfant, c'est la référence psychanalytique qui habite l'analyste et sa compréhension des choses en fonction de sa propre analyse et de l'expérience qu'il a des analyses d'autres enfants. Pour lui, dans ce fonctionnement psychique de l'analyste, dans cette disposition d'esprit particulière de l'analyste, il y a une attitude interprétative. Ce qui rejoindrait cette idée que justement c'est dans la manière même d'entendre, d'associer, de repenser à certaines choses, d'avoir cette espèce de certaine rêverie en présence de l'enfant, de le relancer, c'est-à-dire de dire quelque chose, qu'il y a déjà quelque chose qui en soi a une valeur, si elle n'est pas
qui peut être thérapeutique, mais qui est au moins une valeur, disons, de mise en mouvement de quelque chose. Mise en mouvement et de possibilité de création d'une surprise chez l'enfant. Ce qu'il faisait le plus souvent, c'était de rapprocher deux éléments apparus dans la séance, de manière à permettre au patient de voir le lien entre ces deux éléments et de repartir dans son élaboration personnelle en ayant perçu le rapport entre les deux éléments. Il me semble que c'était sa façon de procéder. Dans une des séances avec Quentin, il évoque à un moment donné le fait que ça lui fait penser qu'il a eu une petite sœur. C'est-à-dire qu'il rapproche ce que dit Quentin du fait que Quentin a eu une sœur, et il le lui dit d'une manière qui n'est absolument pas blessante. C'est simplement un rapprochement qu'il fait et qui permet effectivement à Quentin de percevoir quelque chose qui s'est passé en lui à ce moment-là. Copain avec les filles à l'école? Ah oui? Il y a des copains et des filles? Oui. Mais tu sais que j'ai pensé aussi quand tu disais ça, que tu avais une petite sœur. Là, tu me fais tomber dans l'eau, là. Tu me fais tomber dans les pommes, là. Le silence, maintenant, il est nécessaire pour que le monde autonome de l'enfant puisse apparaître. Si on intervient trop, si on pose trop de questions, eh bien, on n'a que des réponses, comme disait Balint, et on n'a pas le mouvement spontané de l'enfant. Donc, le silence est une espèce de nécessité pour permettre à ce qui se passe de moins conscient d'apparaître au cours de l'entretien. Michel de Musan disait que le silence de l'analyste était la bouche de l'inconscient. C'était par là que pouvait sortir l'inconscient. C'est vrai, mais le silence, pas le mutisme. Et je crois que René Dietkin montre très bien ce que c'est que le silence de l'analyste. C'est un silence d'accueil, un silence réceptif, qui n'a rien à voir avec le mutisme. Je sais que les maisons, c'est toujours de tes couleurs. Bon, vas-y. Au contraire, il parle dès qu'il sent que le patient a besoin d'un soutien pour que se poursuive le mouvement psychique au cours de la séance et éviter une sidération qui serait blessante pour l'enfant et qui serait parfaitement improductive pour tout le monde. Alors maintenant, le transfert au cours de l'entretien. Je crois que, pour parler de façon très rigoureuse, le transfert ne s'interprète que dans le cadre d'une analyse d'enfant ou d'une psychothérapie au long cours, c'est qu'on le voit se dérouler. Il est extrêmement important de savoir que quand un enfant est amené par ses parents chez le psychiatre d'enfant, quelles que soient les précautions qu'on ait prises, quelle que soit la qualité du psychiatre, sa réputation, etc., on m'emmène voir le médecin des fous. Et il y a donc quelque chose d'extrêmement désagréable, d'extrêmement blessant. Et dans toute première consultation se déroule sous le sceau de cette blessure narcissique qui fait que l'enfant est emmené chez le médecin des fous et que les parents doivent surmonter cette blessure narcissique qu'ils ont déjà en partie surmontée, sans ça ils ne seraient pas là. Devant le désarroi d'un enfant qui n'arrive pas à élaborer une activité psychique suffisamment continue et qui du coup se sent extrêmement blessé dans son narcissisme de ne pas pouvoir mener cela, René Dietkin cherche à établir une activité partagée
qui permettent à l'enfant de retrouver un certain plaisir à être avec l'adulte et à créer quelque chose avec l'adulte. C'est une façon de faire que René Dyadkine employait assez fréquemment, pas si fréquemment que cela, mais que quelqu'un comme Winnicott employait d'une manière pratiquement systématique avec son jeu du Squiggle. À travers le Squiggle Game, il y avait une façon pour Winnicott d'établir une espèce de plaisir partagé, de jeu en commun, et à travers cet espace de jeu, permettre à l'enfant un fonctionnement psychique suffisamment cohérent avec l'adulte, alors même qu'il n'est pas tout à fait capable d'un fonctionnement psychique cohérent tout seul. Et je crois que cette technique qui consiste à jouer est une technique à laquelle René Dyadkine était extrêmement sensible, puisqu'il avait été l'un des créateurs du psychodrame psychanalytique, dans lequel on joue effectivement, et dans lequel on prend un thème et où on fait jouer des scènes que le sujet serait peut-être en situation de penser si ses capacités psychiques étaient à leur meilleur niveau. Mais elles se trouvent en difficulté ou mal fonctionnées pour différentes raisons de conjoncture, et le fait de jouer devant un patient et avec un patient un certain nombre de scènes qui ont une parenté avec ce qui se passe dans sa tête est quelque chose qui vient soutenir sa propre activité psychique et rétablir un certain nombre d'éléments de son fonctionnement psychique. Alors je crois que la grande leçon de René Dyadkine, elle est à la fois une leçon de rigueur et une leçon de liberté. Une leçon de rigueur, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Il faut se donner le temps et les moyens d'entrer en contact avec les gens qui viennent consulter, et une très grande rigueur sur le rôle que l'on peut avoir. C'est-à-dire que le rôle que l'on peut avoir, il est essentiellement de soutenir le développement du psychisme de l'enfant, de soutenir l'élaboration psychique des conflits. Il ne s'agit pas de guérir les symptômes, il ne s'agit pas de dire aux gens faire ceci ou cela. Il considérait que c'était un abus de pouvoir et il honnissait toute espèce d'abus de pouvoir. En revanche, il voulait rendre la liberté aux patients, rendre la liberté aux gens, en les plaçant dans une situation où précisément un mouvement créateur, constructeur, pouvait se renouer. Et je crois que c'est cette liberté-là, cette leçon et de rigueur et de liberté que René Dyadkine nous a transmise.